Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à l'IA industrielle et responsable, organisé par le Hub Francia et l'IRT Systemix. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Hub Francia, nous sommes une association loi 1901 reconnue d'intérêt général, dont la mission est d'accompagner le développement et l'adoption d'une intelligence artificielle responsable, éthique et souveraine en France et en Europe. On œuvre également à éclairer et à nourrir le débat public autour des grands enjeux liés à l'IA, mais aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous proposer un échange autour du programme Start AI et la European Trustworthy AI Association. Concernant ce webinaire, n'hésitez surtout pas à poser vos questions qui seront prises au fil de l'eau dans le chat. Et je vais laisser la parole à Rémi, chef de projet R&D, et Nicolas, responsable R&D à l'IRT Systemix, qui vont tout vous expliquer et vous présenter. Allez, je vous laisse la main. Merci Mélanie. Merci. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Je suis Rémi Boyer de l'Institut de recherche technologique Systemix. Je suis accompagné de Nicolas Rebière. Et on va vous présenter aujourd'hui l'IRT Systemix, le programme Start AI et la European Trustworthy Association. Je passerai donc la parole à Nicolas pour ce chapitre. On a prévu de faire une première pause à la fin de la partie numéro 2. Ça permettra de répondre à vos questions et, s'il y a besoin, de faire des focus sur des parties que vous souhaitez approfondir. L'Institut de recherche technologique, on est une fondation de coopération scientifique à but non lucratif, donc c'est comme un statut associatif. On fait de la recherche appliquée, orientée cas d'usage, pour la transformation numérique. Donc on est plutôt des spécialistes des systèmes, de l'informatique, très orienté cas d'usage, donc en lien avec le tissu industriel. Ça, c'est très important dans notre histoire, puisque les IRT, c'est des structures qui ont une douzaine d'années en France, qui ont été créées dans le cadre des plans d'investissement d'avenir. Et dès l'origine, le focus, c'était la recherche collaborative. Recherche collaborative, c'est pour ça que en haut, vous voyez environ une grosse soixantaine de partenaires économiques récurrents et des partenaires académiques. Parce qu'un IRT permet de faire le lien entre des activités de recherche un peu plus fondamentales dans les labos, en académique, et les besoins des industriels qui vont mener des projets de recherche collaborative au sein de l'IRT. Alors, cette recherche collaborative, c'est notre ADN historique. Et puis aujourd'hui, on a des nouveaux dispositifs, des nouveaux formats, des nouvelles collaborations extérieures, avec notamment une ouverture vers l'open source, beaucoup plus orientée qu'avant. Et ça fait partie de ces nouveaux dispositifs qu'on va vous présenter aujourd'hui. Nos secteurs prioritaires, historiquement, c'est beaucoup l'industrie, donc le transport autonome, mobilité, l'industrie du futur, secteur défense et sécurité, qui sont forcément des thématiques très fortes. Et aujourd'hui, deux thématiques en développement, l'environnement, développement durable et la santé et numérique. Et nos compétences techniques, beaucoup data IA, ingénierie système, beaucoup de choses autour du calcul scientifique. Et ça s'instancie dans des programmes de recherche, des programmes de collaboration. On a trois grandes thématiques actuellement. Donc là, on est vraiment sur l'actualité. Beaucoup de choses sur l'IA, IA de confiance, ingénierie augmentée par l'IA. Beaucoup de choses dans la cybersécurité et dans les jumeaux numériques. La présentation de ce jour sera très focus sur le premier pilier, IA, mais bien évidemment, s'il y a des liens, IA pour la cybersécurité, beaucoup d'IA dans les jumeaux numériques. Donc si c'est des thématiques qui vous intéressent, on pourra bien sûr parler aussi de ces sujets. Je vais commencer donc par l'origine finalement de notre présentation. C'est un grand programme de recherche qui s'appelle Confiance.ai. Confiance.ai, c'était un programme qui est terminé, qui durait 4 ans, et c'était un gros programme, puisqu'on avait un budget global de 45 millions d'euros. 45 millions d'euros pour adresser des problématiques d'IA dans des systèmes critiques. Alors les systèmes critiques, c'est quand la vie humaine est en danger, mais il y a différents niveaux de criticité. Et ça se voit dans les grands groupes qui étaient impliqués dans ce programme. Donc là, vous voyez, pour l'aéro, on avait Airbus, Safran. Pour la défense, on avait Naval, Thales. Pour l'automobile, on avait Valeo, Renault. Deux grosses ESN, Sopra et Atos.
et Air Liquide pour l'industrie lourde. Donc tout ça, c'est des partenaires, c'est des activités qui ont des impératifs de sécurité, de safety critical. Et donc, Confiance a permis de développer une méthodologie outillée. Donc ça se traduit par une méthode de conception. On va vous en parler souvent dans ce webinaire. Vous reconnaissez le cycle en V de l'ingénierie système qui est augmenté, spécialisé pour les activités IA. Et pour réaliser cette méthode, il faut des composants. Et donc, c'est un catalogue d'outils de composants logiciels qui sont progressivement en train de s'ouvrir vers l'extérieur par une démarche open source. Et cette méthode et ce catalogue d'outils a pour but de fournir le nécessaire pour développer et intégrer des systèmes d'IA qui soient sûrs, fiables et sécurisés. Ce grand programme nous a aussi permis de collaborer avec des startups PME. Et ces collaborations, vous comprendrez aussi pourquoi aujourd'hui on a des ouvertures vers les startups et les PME. Un autre grand programme, c'était notre programme sur l'hybridation de l'intelligence artificielle et des méthodes de calcul scientifiques pour l'ingénierie. Donc là, on est plutôt dans la thématique calcul scientifique, c'est-à-dire qu'il y a des simulations exactes, du calcul basé sur des modèles physiques, des modèles mécaniques, donc la mécanique, l'acoustique, tous ces domaines de l'ingénierie dure, qui aujourd'hui sont revisités avec des approches machine learning. Ça permet de gagner du temps de calcul, suivant les cas, oui, non, il faut savoir. Et ça permet d'explorer des espaces de paramètres qui ne sont pas connus, ça permet d'avoir des surrogate modèles. Et ces projets ont vraiment un impact important sur l'efficacité, puisque là, on est vraiment sur des sujets d'énabler des choses qui ne pouvaient pas se faire avant, notamment en simulation numérique. Donc, deux grands programmes qui nous ont permis de découvrir des enjeux. Et donc, aujourd'hui, on a envie de valoriser, de partager ces résultats pour des entreprises qui développent des produits à base d'IA et qui vont rencontrer des enjeux de complexité, de performance, de robustesse, de respect des normes. Et ça, on s'en rend compte parce que dans les programmes, on a croisé ces enjeux technologiques. Donc le problème du machine learning, il faut qu'il reste performant, fiable dans la durée. Le problème des simulations hybrides, nombreux sujets techniques. Mais il y a aussi des enjeux organisationnels, de croissance, qui sont en lien avec ces thématiques compliquées. C'est-à-dire que le coût de la R&D reste un coût important aujourd'hui. C'est pour ça que les grands industriels sont obligés de mutualiser leur R&D dans ce type de projet. Le coût du replatforming pour une startup, ça peut être un gros problème en phase de scale. La découverte des exigences tardives, c'est aussi un gros sujet pour des startups, des PME qui veulent passer à l'échelle. Et donc, ces délais de passage à l'échelle, on pense que nous, on peut apporter de la connaissance sur ça. Il y a un contexte réglementaire. Je ne vais pas faire de gros focus dans cette présentation, mais bien évidemment, on est très impliqué dans ce champ d'activité, puisque AI Act est la réglementation la plus connue, mais sa déclinaison dans les normes et standards, sa déclinaison dans les normes nationales, dans les normes verticales, sectorielles, c'est un sujet très important. Et donc, les méthodes d'ingénierie système appliquées à l'IA sont très importantes pour dérouler ces plans de conformité. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé ce programme Start AI. Donc, Start AI, c'est un programme d'accompagnement centré avant tout sur la maîtrise technologique. Donc, notre ADN, c'est quand même Institut de recherche technologique. On est donc sur un programme tech avec des conseils. Donc ça, c'est la partie stratégie, le consulting tech pour faire des choix d'architecture, des choix de roadmap, pour anticiper des problèmes et avoir une vision high level, macro des problèmes avec du soutien pour le long terme. Formation de support sur les actifs logiciels. Ça, c'est parce que nos résultats open source sont accessibles et nécessitent un peu de onboarding pour vraiment en tirer la valeur. Et un accès facilité aux plateformes logicielles. Alors, on a des ressources matérielles pour nos projets, on a des GPU, mais qui sont très sollicités. Donc, c'est pour ça que dans la slide, on précise bien logiciel.
mais on a aussi bien sûr de l'infra pour mener les projets qu'on mène avec nos partenaires. Vous voyez que la région Île-de-France nous soutient, et vous comprendrez après à quel point. Et donc on remercie la région Île-de-France et France 2030 de nous aider à mettre en place ce dispositif. Les plateformes logicielles de Système X, elles sont maturées en R&D à travers les cas d'usage et ça, une origine d'un besoin industriel. Donc ça, c'est l'ADN cas d'usage réel des industriels. Et elles sont open source, ce qui permet une intégration et une adoption plus facile. Et elles se veulent adaptables. On est sur un open source permissif, licence permissive. Donc, pour une intégration dans vos produits, pour une réutilisation, on est bien sur une capacité à transférer ces résultats dans vos ingénieries, dans vos activités, dans vos produits. 3 exemples dans cette diapositive. Un premier exemple autour du machine learning et de la qualité des données. Donc là, gros sujet. Sujet classique, mais gros sujet. Un sujet un peu plus spécifique sur la simulation hybride, donc simulation physique à travers des benchmarks d'algorithmes pour les simulations physiques. Donc là, on adresse plutôt les bureaux ingénierie. Troisième plateforme, le problème de l'embarqué. Quand je veux déployer un modèle de deep learning sur une cible matérielle restreinte, il faut que je fasse des choses. D'autres plateformes seront disponibles en 2026. Je creuse un peu ces sujets techniques. Sur le problème de la qualité des données, on a un flagship DBAI qui vient de débiaiser. Alors débiaiser, pourquoi débiaiser? Parce que les biais en IA, en machine learning, la constitution des datasets, c'est un sujet qui est assez connu et qui est toujours un problème réel. Et puis les biais, bias detection, des fois on prend le problème sous l'angle sociétal, mais c'est vraiment un impact direct sur la performance des modèles de machine learning. Ce qui fait que évaluer la représentativité des données disponibles, des données utilisées, c'est complètement critique pour la performance prédictive des modèles. Pour avoir des données représentatives, il faut savoir constituer des datasets, il faut donc savoir évaluer la représentativité et il faut savoir donc spécifier les données selon le domaine d'applicabilité des modèles. Donc on a beaucoup de travaux sur comment constituer des bases d'apprentissage qui reflètent le domaine opérationnel du modèle. Et ce domaine opérationnel, il va falloir le vérifier en phase initiale, mais il faut aussi le vérifier sur le cycle de vie, ce qui amène à gérer le cycle de vie des données du machine learning. Avec une problématique de traçabilité, ça fait partie des recommandations, des exigences des systèmes à base d'IA dans les IACT pour les systèmes les plus réguliers. Donc il faut savoir tracer les données qui sont utilisées et il faut structurer les itérations sur les données. Donc ça, on le fait avec un logiciel de visualisation qui est orienté bias detection, évaluation contextuelle. On le fait avec des bibliothèques. Là, j'ai cité une seule bibliothèque qui s'appelle Data Quality Metrics, mais on a d'autres bibliothèques qui permettent d'outiller en fait cette approche. Sujet central sur la simulation physique. Donc là, on est sur des problématiques de modèles de machine learning qui vont essayer de restituer des modèles en calcul exact. Mais pour faire ça, il faut décider de la meilleure architecture qui reflète le mieux la préoccupation de simulation physique. Ce n'est pas tout à fait les mêmes métriques de performance. Et donc pour ça, on a besoin de construire des évaluations en multicritères. Ces évaluations de multicritères, elles vont permettre de benchmarker les choix d'architecture de deep learning en fonction de la fidélité, donc fidélité physique selon certains critères. Ça va être, je sais pas, on va avoir un critère d'élasticité mécanique ou un critère. Donc on va partir des critères métiers pour évaluer les architectures techniques. Et donc ça, notre flagship, c'est LIPS. LIPS, qui a un site web dédié, avec une grosse activité, avec des challenges open source, avec ça a été des travaux qui ont été primés à NeurIPS, qui est une grosse conférence, enfin la plus grosse conférence. Voilà, donc beaucoup d'activités publiques autour de la simulation hybride.
Sur l'embarqué, quand on est sur des problématiques de déploiement de modèles, on va avoir besoin d'avoir un respect des contraintes et donc un trade-off. C'est un compromis d'ingénierie entre la capacité matérielle, la capacité du modèle et les contraintes métiers. Donc c'est du Tiny MLOps. Les travaux qu'on a fait, c'était dans le cadre de l'embarqué, mais finalement, ça s'applique aussi à des problématiques de Green IA. Parce qu'en fait, quand on veut optimiser la performance énergétique, la consommation électrique, la consommation CPU, finalement, c'est aussi un critère de performance économique. Il y a énormément de problématiques sur on va dire, la performance électrique des modèles. Et donc, la consommation énergétique, c'est un vrai sujet. Et donc, le choix des chaînes d'implémentation, donc des frameworks, des environnements d'exécution et des cibles matérielles, c'est aussi une problématique importante pour la domotique, pour les dispositifs médicaux, pour plein de petits dispositifs embarqués. Et c'est des travaux qui sont en train d'infuser vers la stack serveur cloud avec les problématiques d'efficacité de l'inférence. Ça, c'était un petit aperçu des travaux techniques qu'on met à disposition de la communauté. Et ça se passe dans un contexte de programme d'accompagnement, avec un schéma classique, des échanges préliminaires, puis si on a contractualisé, on fait un diagnostic, plan d'action en fonction de votre maturité, et on fait un projet technique. Et ce projet technique, on considère que notre offre standard de base, c'est à partir d'une vingtaine de jours. C'est-à-dire qu'il faut une vingtaine de jours d'experts pour vraiment avoir un impact. Et ce projet est financé par la région Île-de-France pour permettre d'animer des filières, dans le cadre de Sésame Filières, ce qui fait qu'on propose un discount très important, puisque cette offre standard d'une vingtaine de jours est aujourd'hui disponible à 2 000 €. Alors ce TJM très faible, de 20 jours à 2 000 €, c'est parce que pour nous, c'est important de aller à la rencontre des utilisateurs. Donc, nous, c'est important qu'on découvre les besoins, qu'on partage nos roadmaps. Et donc, c'est pour ça que ce prix est pricé finalement plutôt comme un ticket modérateur. Ce n'est pas un projet pour faire du bénéfice, c'est un projet pour découvrir vos problématiques, vous apporter des solutions de consulting et faire du gagnant-gagnant autour de ces composants logiciels. Donc, une offre qui démarre à une vingtaine de jours, que vous pouvez étaler soit en format réduit sur un trimestre, soit étalé sur un an maximum. Et bien sûr, c'est customisable selon votre problématique métier, selon votre problématique technique. Donc, posture technologique, c'est l'essentiel pour tirer bénéfice de ce programme. C'est-à-dire qu'il faut avoir des interlocuteurs techniques qui ont envie de creuser les problématiques que j'ai un peu effleurées. Posture réglementaire, peut-être que vous êtes concerné à court, moyen terme par des problématiques liées aux réglementations IA. Et donc, le programme peut être bénéfique si vous avez cette posture de réflexion sur normes et standards. Et puis, posture relationnelle, ça peut être intéressant de nous rejoindre si vous souhaitez s'impliquer dans notre écosystème. Donc, écosystème d'acteurs industriels, d'acteurs du plateau de Saclay, un tissu de PME et un tissu d'experts. Et le dispositif est aussi en partenariat avec des acteurs du plateau de Saclay, donc le pôle de compétitivité systématique, l'incubateur Incub'Alliance et la société de transfert, la SAT Paris-Saclay. Voilà, c'était un aperçu du programme StartAI. Je souhaitais donc vous présenter une vue très générale de nos composants, de nos plateformes. Donc, si vous avez des questions sur ces éléments techniques, sur ces éléments aussi bien composants logiciels que méthodos, on est tout à fait preneur de vos échanges et de vos questions. L'idée, c'est, si ça vous intéresse, de nous contacter sur l'adresse mail qui est sur l'écran. Je ne vois pas de questions dans le chat. Si vous souhaitez prendre la parole en live, n'hésitez pas. Là, on peut prendre un temps de 5 minutes avant de passer à la présentation de Nicolas. Nicolas qui va présenter une autre perspective sur ces actions de valorisation. Voilà, si vous avez une question technique, une question philosophique.
une question sur la contractualisation, sur pourquoi on fait ça, voilà, n'hésitez pas, c'est le moment. On pourra aussi prendre des questions à la fin de la présentation, bien sûr. Si vous souhaitez qu'on avance, je vérifie que je regarde les questions au bon endroit. Et si ça vous convient, je vous propose de continuer à travers la présentation de Nicolas. Nicolas, si ça te convient, je passe les diapos quand tu veux, si c'est plus simple. Ça marche, oui, on peut faire comme ça. Merci Rémi, et puis bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Nicolas Rebière, donc je travaille à l'IRT Systemix et je suis en charge du montage d'une association européenne. Donc, vous avez là le nom sur le slide, donc la European Trust CA Association. Et l'objet de cette association, c'est de pérenniser les résultats du programme, du programme Confiance AI dont Rémi vous a parlé. Et de faire cette pérennisation à travers un modèle open source. Donc l'idée, c'est que l'ensemble des outils et des résultats méthodologiques issus de la recherche sont mis à disposition sous la forme d'open source et sont montés en maturité. Je vais vous présenter un petit peu tout ça. Je veux bien que tu passes sur le slide suivant. Voilà, donc ça, c'est un slide qui permet d'introduire un peu la problématique de confiance dans l'IA. Donc, je pense qu'on est à peu près tous convaincus de l'intérêt et de l'opportunité de l'utilisation de l'IA dans les systèmes des entreprises, les systèmes industriels. Donc, ça permet d'atteindre des nouveaux niveaux d'automatisation, d'autonomie et de productivité, etc. Donc, les promesses sont formidables. Par contre, évidemment, c'est un terrain qui est un peu risqué parce que c'est pas des systèmes qui se valident comme on a l'habitude de valider le software ou les systèmes mécaniques. Donc, il y a besoin d'approches un peu particulières pour vérifier que les systèmes à base d'IA font bien ce qu'on attend d'eux. Et parfois, ils nous surprennent en faisant autre chose que ce qu'on attend d'eux. Donc, on a tous fait l'expérience des hallucinations, etc. Donc voilà, donc il y a des grandes promesses, mais pour atteindre l'objectif, comme le terrain est un peu miné, on va dire, on a besoin un peu comme l'illustre l'image, là, on a besoin d'avoir une bonne méthode de progression. Et puis aussi des outils spécifiques qui vont permettre de bien appréhender les risques. Et donc, pour résumer, on va dire que l'ingénierie finalement des systèmes a besoin d'une évolution, d'ajouts pour pouvoir traiter correctement la question de la technologie d'IA. Et c'est ce à quoi l'association s'emploie, donc sur la base des premiers résultats de confiance. Merci Rémi. Donc là, on voit le cycle en W. Donc Rémi en a un petit peu parlé, hein, mais donc pour résumer, c'est une méthode de bout en bout d'ingénierie qu'on va chercher à ériger un peu comme standard pour l'ingénierie des systèmes à base d'IA de confiance. Donc, l'approche qui a été prise par le consortium de recherche, ça n'a pas été de créer une méthode ex nihilo. Ils sont partis finalement des méthodologies qui sont déjà bien utilisées dans l'industrie, et là, en l'occurrence, l'industrie aéronautique. Donc, ce fameux cycle en W, il vient d'une norme aéronautique. Et à travers les travaux de recherche, finalement, ils ont identifié qu'est-ce qu'il fallait compléter, enrichir, amender pour pouvoir traiter correctement la question de l'IA. Et donc, il y a trois volets là, que vous voyez sur le slide. Donc, il y a les parties supérieures, on va dire, qui traitent plus de l'ingénierie du système dans son ensemble, c'est-à-dire la définition des objectifs, du fameux intended purpose du système, du domaine opérationnel, donc la bonne formalisation du domaine opérationnel dans lequel ce système doit évoluer, doit fonctionner. Et puis la partie validation système à la fin. Ensuite, on va avoir des activités qu'on appelle ML Algorithm Engineering qui relèvent plus vraiment de l'ingénierie des modèles de l'IA avec des techniques particulières pour concevoir ces modèles, entraîner, vérifier que les modèles ont les bonnes propriétés, etc.
Et enfin, on voit l'axe data engineering, donc qui lui court tout au long du projet, puisqu'effectivement la donnée c'est l'élément central dans la conception de ces systèmes. Et donc il y a tout un tas d'activités qui vont relever de la bonne ingénierie des données par rapport aux objectifs du système. Voilà, donc une méthode de bout en bout, et bien sûr, là je vous ai affiché un niveau très très macro. Vous imaginez que pour chaque étape, on a des guides méthodologiques un peu plus précis qui, selon ce que vous cherchez à faire, si vous traitez de la time series ou des images ou du texte, etc., on va avoir une variété de méthodes et de méthodologies que vous allez pouvoir employer. Alors là, sur ce slide, c'est un peu un résumé de la manière dont on appréhende la confiance dans les systèmes à base d'IA. Alors déjà, ce qui est important de noter, c'est qu'on parle de confiance dans le système. Hein, donc on ne sait pas juste la confiance dans l'IA toute seule, mais c'est l'IA, c'est une technique qui est employée dans le cadre d'un système complexe. Et c'est à propos de ce système qu'on cherche à construire la confiance et la confiance de l'ensemble des parties prenantes. Hein. Donc ça démarre par les employés qui doivent quelque part, les ingénieurs qui doivent quelque part avoir confiance dans le système qu'ils produisent, les responsables d'assurance qualité qui vont pas laisser partir un produit sur le marché dont on pourrait rien dire en termes de qualité. Et puis après, bien sûr, la confiance des clients, la confiance des utilisateurs et de la société autour. Et donc là, ce que vous voyez, c'est 40 attributs qui ont été identifiés au cours de la recherche et qui ont un impact favorable, défavorable sur le niveau de confiance qu'on peut avoir dans un système. Ces attributs ils ont été clusterisés en 6 catégories. Les 3 de gauche correspondent à des propriétés un peu intrinsèques des systèmes, donc plus techniques. Hein, donc la question de la robustesse, c'est-à-dire la manière dont le système va rester résilient, robuste à des perturbations. On a une composante d'efficacité, de justesse, on va dire, des résultats. Et on a une partie dependability, c'est-à-dire le fait de pouvoir que le système soit safe, disponible, etc. Donc ça, ce sont des attributs plutôt techniques. Et à droite, vous avez plutôt des attributs qui relèvent de la relation entre le système et les humains. Donc soit les utilisateurs directs, donc là c'est les sujets d'utilisabilité ou de human agency, c'est-à-dire faire en sorte que les humains puissent garder le contrôle sur les systèmes et s'assurer que les systèmes font bien ce que les humains souhaitent. Et en bas, vous avez la partie Human Oversight, où là, c'est la relation entre le système et la société, les lois. Donc, s'assurer que les systèmes respectent les lois, les droits fondamentaux, et également tout le volet accountability, c'est-à-dire faire en sorte que si jamais un concepteur ou un déployeur de système ne respecte pas la loi, qu'on puisse établir les responsabilités convenablement. Voilà, donc tous ces attributs, évidemment, vont pas avoir le même poids, et donc c'est l'industriel, lorsqu'il va concevoir son système, quelque part, qui doit identifier ce qui est important pour lui, et ensuite, on a les outils, les méthodes qui vont permettre d'optimiser pour ces attributs tout au long du cycle d'ingénierie. Alors là, ici, on voit le catalogue de confiance. Donc, c'est l'ensemble des actifs qui ont été produits lors de la recherche. Donc, ces actifs, ils sont de deux natures. C'est soit des guides méthodologiques, soit des outils logiciels qui permettent à des ingénieurs d'appliquer ces fameuses méthodes. Et donc là, on a une vue où on a structuré un petit peu tout ce catalogue autour des grandes fonctions dans le cycle d'ingénierie. Donc, ça part de la partie ingénierie des données, la gestion des modèles, l'évaluation des modèles et des composants d'IA, toute la problématique du déploiement et de la projection sur des cibles hardware qui ont des contraintes de ressources, etc. Et enfin, la partie de gestion des systèmes d'IA dans leur phase d'opération, c'est-à-dire une fois qu'ils ont sorti de l'usine, on va dire, et qu'ils sont déployés dans le vrai monde, comment est-ce qu'on continue de les suivre, de les observer, de les mettre à jour, de les entraîner. Voilà, toute cette phase de monitoring. Et en bas, vous avez 3 grands piliers de la confiance qui ont été particulièrement développés dans le programme. Donc, un volet explicabilité, c'est-à-dire comment expliquer les décisions que ces systèmes d'IA prennent. Il y a un volet robustesse. Donc là, c'est, comme j'expliquais, c'est un peu la résilience à des perturbations. Et enfin, la partie quantification d'incertitudes. Donc, c'est évaluation des incertitudes qui sont attachées aux prédictions qui sont faites par les techniques d'IA. Donc, je vais prendre rapidement quelques exemples, si on peut aller sur le slide suivant.
Merci. Voilà, pour rendre tout ça un peu plus concret, là, je vous donne 4 exemples d'outils qui sont dans le catalogue et qui traitent des différentes thématiques. Donc, Mood, c'est un outil de robustesse. Donc là, ici, on le voit appliqué sur un cas d'usage qui était fourni par un constructeur automobile. Donc, l'objectif, c'est d'évaluer la qualité des soudures sur des châssis. Donc, il y a un vrai enjeu de safety derrière. Et donc, bah, on utilise un modèle d'IA pour faire cette analyse automatique de la qualité. Mais par contre, bah, on cherche à vérifier que ce modèle va rester suffisamment sûr ou fiable lorsqu'on va introduire une perturbation. Et dans une usine, il y a des perturbations, il y a des vibrations, il peut y avoir différents niveaux de luminosité dans la salle, etc. Et donc là, ici, l'objectif, c'est de vérifier que le système d'IA va rester suffisamment fiable malgré l'introduction de ces perturbations. Donc là, l'exemple qui est donné, c'est un niveau de flou sur une caméra. Euh, un autre exemple, c'est le framework K, ici qu'on voit en bas. Donc là, c'est des outils d'explicabilité. Donc là, ça vous donne des cartes de chaleur qui permet à l'ingénieur, au data scientist, de vérifier que le modèle d'IA va bien porter attention sur des choses pertinentes pour pouvoir prendre ses décisions. Et si c'est pas le cas, remettre le métier sur l'ouvrage et aller chercher des nouvelles données, améliorer l'entraînement du modèle. En bas à droite, vous avez un outil de gestion d'incertitude. Donc là, c'est un outil qui va vous permettre de savoir, au-delà de la prédiction, quelle est la plage d'incertitude qui entache cette prédiction. Et à partir de là, bah, si on est encore dans le cycle d'ingénierie, bah, on peut se dire, tiens, mon modèle, il n'est pas très précis dans tel type de cas, je vais peut-être améliorer encore l'entraînement. Si on n'est plus dans les phases d'ingénierie, mais que le système il est déjà déployé, là, ce qu'on peut faire, c'est, si jamais on a par exemple un haut niveau d'incertitude, bah, c'est peut-être passer sur des modes où on va gérer ces incertitudes de manière proactive. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, redonner la main à un utilisateur en disant, bah là, je suis pas sûr de moi, finalement, bah, on passe en mode manuel. Ou alors, bah, si on a la possibilité, peut-être qu'on va attendre de prendre une autre mesure qui sera moins entachée d'incertitude, etc. Donc là, c'est le traitement d'incertitude plus dans une phase d'opération. Et le dernier exemple qu'on a sur le slide, là, c'est TADKIT. C'est une boîte à outils d'algorithmes qui sont utilisés pour détecter des anomalies dans des séries temporelles. Donc ça, c'est très, très utilisé typiquement pour de la maintenance prédictive, proactive, qui permet de vérifier que les systèmes se comportent normalement ou pas. Et donc là, on a une diversité d'algorithmes dans cette boîte à outils et qui permet à l'ingénieur, au data scientist, d'aller sélectionner les bonnes méthodes et les bons algorithmes en fonction du problème qu'il est en train de traiter. Voilà, merci de passer au suivant. Donc là, je voulais vous donner approfondir un peu ce cas d'usage qui a été fourni par le constructeur automobile. Donc l'objectif, c'est de classifier automatiquement la qualité d'une soudure pour accélérer, faciliter le travail d'un collaborateur qui fait ce travail de classification. Et là, l'approche qui a été utilisée, c'est de dire, bah, on veut finalement que le modèle nous dise si la soudure elle est OK. Donc là, c'est les soudures qui apparaissent en vert. Ou si elle n'est pas OK. Donc là, ça apparaît en rouge. Ou si on est dans une situation où on ne sait pas, on est dans une plage d'incertitude et du coup, on ne sait pas décider. Donc là, c'est en orange. Et on va laisser, dans ce cas-là, l'humain se concentrer sur ces cas-là pour décider finalement de la classification ultime. Et donc, bah, ces modèles doivent être robustes à tout un tas de variations là, que vous avez listées sur le slide, hein, donc la lumière, la vibration, l'angle avec lequel se présentent les soudures, etc. Et donc, on a lancé un challenge où, en utilisant les méthodes, on a cherché à augmenter le niveau de confiance dans ce système global. Et donc, le niveau de confiance, bah, c'est un score qui a été défini par l'industriel en fonction de ce qui comptait pour lui, en utilisant les attributs de confiance que je vous ai montrés tout à l'heure. Et donc, bah, là, on voit que là, sur 4 mois de challenge, on est parti d'un niveau qui était à peu près à un score de 15 sur les premiers modèles qui étaient mis en place, et qu'on est arrivé à le monter jusqu'à 85, donc avec un max de 100. Donc, vous voyez que en ayant mis en place un certain nombre d'éléments de méthode, on est capable d'avoir des progrès assez spectaculaires dans les niveaux de confiance qu'on peut avoir dans ces systèmes.
Donc, on peut passer au suivant. Voilà. Donc, je vais vous parler maintenant de l'ASSO. Donc, c'est une organisation non-profit, hein, c'est une association. Donc on l'a créée à Bruxelles pour vraiment l'ancrer dans le paysage européen. Donc, sa mission, c'est de fournir de la méthodo et des outils en open source pour les ingénieurs, hein, afin de construire des systèmes à base d'IA dont on peut avoir confiance et qui soient aussi conformes aux standards. Et l'open source est vraiment au cœur du modèle. Donc, tu peux passer. Merci. Donc voilà, ça vous donne un peu l'écosystème avec lequel travaille cette association. Donc on a déjà, enfin, les acteurs qui nous donnent quelque part le nord, hein, c'est les industries et les entreprises, c'est eux qui apportent les cas d'usage, qui souhaitent utiliser l'IA dans leurs opérations ou dans leurs produits. Et donc, soit ils ont des challenges pour lesquels on a déjà des réponses grâce à notre méthodo, et dans ce cas-là, on doit être dans une logique de formation, d'accompagnement, voilà. Soit ils nous amènent des challenges pour lesquels on n'a pas encore les réponses, et c'est par exemple le cas sur tout ce qui est IA générative, les LLM, etc. Et dans ce cas-là, on va se tourner vers un écosystème de recherche avec lequel on travaille, donc qui est international, et qui mène des nouveaux travaux qui vont permettre d'adresser les nouveaux cas d'usage et les nouvelles techniques d'IA, puisque c'est un domaine qui n'arrête pas d'évoluer, évidemment. Et donc, grâce à cet écosystème de recherche, on va faire la version 2, la version 3 de la méthode, avec la possibilité de pouvoir traiter toujours plus de cas. On a également des écoles dans notre écosystème parce que une méthode, c'est formidable, mais c'est quand même mieux si il y a des étudiants qui sont formés avec. Donc, on a notamment construit un master spécialisé en collaboration avec Centrale Supélec IRT Systemix sur l'ingénierie de l'IA de confiance. Mais on travaille avec d'autres écoles en France et à l'international pour faire en sorte que la méthodologie soit enseignée dans les cursus d'ingénieurs. Pour faire simple, on cherche à faire, si vous connaissez un peu le monde du logiciel, il y a des grandes méthodes comme Scrum, comme Safe, ou si vous êtes dans le domaine de l'IT, il y a une méthode qui s'appelle l'ITIL. Voilà, donc on cherche à faire l'équivalent, mais dans le domaine de l'ingénierie de l'IA, faire en sorte que ce fameux W, ça devienne un peu une méthode de référence sur le marché qui soit enseignée par les écoles. Dans notre écosystème, on a aussi des startups, des fournisseurs de techno innovantes dans le domaine de l'outillage IA. Et donc, dans le cadre du programme Confiance, on avait déjà un certain nombre d'acteurs technologiques qui, pour certains, rejoignent l'association. Donc, l'intérêt pour eux, c'est que ils peuvent faire connaître leur offre auprès de l'écosystème et notamment des entreprises. Et donc, on gère une cartographie finalement des outils commerciaux d'ingénierie de l'IA. L'idée, c'est de donner finalement le choix aux entreprises, hein. Donc, si elles veulent utiliser de l'open source, elles peuvent, mais s'il y a une solution commerciale à valeur ajoutée qui leur plaît bien, on les aide à les découvrir et c'est de la valeur pour tout le monde. Également, ces fameuses startups utilisent pour certaines les open source ou co-construisent les open source. Donc, c'est pas voilà, il y a une frontière qui est souple entre le monde de l'open source et le monde des techno-providers. Et enfin, on travaille avec tout l'écosystème de standardisation. Rémi en a un petit peu parlé précédemment. On peut avancer si tu veux, Rémi. Voilà. Donc, pour résumer, les 4 grandes activités de l'association, hein, donc on organise des événements pour nos membres. Donc, on a des meet-up mensuels. On a des séminaires scientifiques. Donc, ça, c'est plus pour le volet recherche tous les mois. Donc, c'est les séminaires à trace. Et on organise un grand événement tous les ans qui s'appelle le True Source AI Summit, donc qui avait lieu en septembre, qui va tourner en Europe, hein. Donc, on a fait le premier à Paris-Saclay, mais les suivants vont avoir lieu à travers l'Europe. Et on a, dont j'en profite pour en parler, le 22 janvier, on a une journée qui s'appelle les Digital Factory Day. Donc, c'est un webinaire en ligne enfin, c'est une demi-journée, et dans lequel on rentre un peu plus dans le détail de la méthode que ce que je peux faire ici, et puis dans la démonstration des outils. Donc, ce Digital Factory Day, il est gratuit, il est en ligne. Donc, si vous vous inscrivez au compte LinkedIn de l'association, vous pourrez avoir les infos. Donc, deuxième pilier de notre action, c'est tout ce qui va être maturation de l'open source. Donc, c'est vraiment ça un peu vraiment le cœur de métier, hein, de l'association. On récupère des actifs qui sortent de la recherche. Ils n'ont pas forcément le niveau de maturité suffisant pour pouvoir être déployés à l'échelle dans des équipes d'ingénierie. Il y a des enjeux de qualité, de documentation, de performance. Donc, c'est vraiment ça le job, hein, de l'association, c'est de faire monter en maturité les actifs en open source pour les amener à un niveau où ils peuvent être réellement
intégrés dans des chaînes d'ingénierie industrielle. Donc, on a aussi des actions de support auprès de nos membres et de formation sur la méthode, sur les outils. Et enfin, on travaille avec les standards pour aligner au mieux notre corpus méthodologique avec les futurs standards et faciliter en faisant ça la future conformité des systèmes sur lesquels travaillent nos membres. Donc, on peut avancer, voilà. Donc, l'association, elle est principalement financée par ses membres. Donc, on a défini 3 niveaux de membership, d'adhésion, voilà, qui correspondent à trois besoins différents. Donc, le premier, le Engage, il sert vraiment à découvrir. Donc, ça donne accès aux différents événements qu'on organise. Ça donne accès au catalogue en ligne où on va trouver l'ensemble des ressources de manière efficace. Ensuite, on a le pilier Use and Contribute. Donc là, c'est pour les acteurs qui deviennent des praticiens ou des coproducteurs, on va dire, du portefeuille. Et donc là, on ouvre un premier niveau de support et on ouvre surtout l'accès à tous les groupes de travail dans lesquels l'association fait le gros de son travail. Et enfin, on a le niveau lead. Donc là, c'est pour les locomotives de notre écosystème, donc principalement les industriels qui investissent dans le portefeuille et donc ils amènent les ressources financières qui vont permettre de financer la fameuse maturation dont je parlais tout à l'heure. Donc, sachant pour eux, c'est un exercice qui est quand même assez rentable puisqu'ils mutualisent finalement les coûts de maintenance de ces actifs en le faisant ensemble. Voilà, on peut avancer. Donc ça, c'est un slide qui vous donne un petit peu l'état de notre écosystème. Donc on a démarré le programme d'amorçage, c'était en janvier 2025. Donc à ce moment-là, on avait les 5 grands industriels à bord que vous voyez tout en haut. Donc c'est ce qu'on appelle les fameux membres lead dont je vous parlais. Donc ce sont eux qui ont investi dans le programme d'amorçage et dans la création de l'association, et qui étaient aussi les industriels du programme Confiance. Et depuis, ils ont été rejoints donc par des acteurs qui ont commencé à participer avec le modèle en Engage, en Use, donc que vous voyez sur ce chart. On a une diversité d'acteurs, à la fois des startups, à la fois des labos, à la fois des industriels. Ce qu'on peut constater, c'est qu'au niveau des labos, on a déjà une bonne internationalisation. On a des acteurs un peu partout en Europe, au Canada, au Japon. Là où on a encore du travail, c'est sur l'internationalisation de l'écosystème industriel. C'est-à-dire que là, la plupart des industriels qui nous ont rejoints sont des industriels de l'écosystème français. Et donc, c'est un peu notre prochain challenge, c'est d'arriver à faire monter à bord les industriels européens. Je te laisse poursuivre. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. Donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions sur l'assaut. Merci Nicolas. Et nous avons une première question de Philippe Bereski. Salut Philippe. Je vais lire la question à haute voix. Et puis, Nico, je te laisse répondre en premier. Et puis, si je peux, je vais essayer. Mais peut-être que Philippe, vous levez la main. Peut-être que vous souhaitez prendre la parole. Si vous souhaitez, n'hésitez pas. Alors, je vois que le micro semble coupé. Je ne sais pas si c'est lié à la configuration Teams. Je commence à lire la question. Alors, en principe, ça devrait être bon. On vous entend. Oui, bonjour à tous. Oui, une question très simple. Vous êtes parti de la méthodologie de l'aérospatiale. Il y a d'autres méthodologies, notamment le ferroviaire, qui sont aussi très contraints avec une grande historique. Donc, juste par curiosité, est-ce que c'est par opportunisme lié aux membres initiateurs du projet, ou est-ce que vous avez fait une comparaison des deux méthodologies pour partir plus spécifiquement sur celle de l'aéro? Excellente question, alors que je n'ai pas l'historique. Alors Rémi, je ne sais pas si toi tu le fais ou pas. Alors, je n'ai pas une réponse très claire. Effectivement, c'est plutôt de l'opportunisme lié aux acteurs qui étaient directement contributeurs. Et donc, on avait une influence aéro avec des travaux de Eurocae qui étaient assez avancés
ce qui fait que ce cycle en V transformé en cycle en W marque vraiment l'influence des normes Eurocae et des working groups Eurocae qui ont infusé via nos partenaires aéro dans Confiance. Ça, c'est une première réponse. À ma connaissance, dans nos documents, on n'a pas une comparaison structurée des méthodos. Ça, on l'a pas et ça pourrait être intéressant de l'avoir. Et en lien ferroviaire, par contre, c'était à travers la collaboration avec l'Allemagne qu'on a un peu abordé ça. Mais c'est une collaboration périphérique avec un acteur allemand sur lequel je pourrais éventuellement vous donner quelques compléments si vous souhaitez par échange de mails, si vous souhaitez, peut-être que de ce côté, on pourrait avoir une réponse un peu sur le positionnement. Sur vraiment la comparaison, on l'a pas et elle serait probablement intéressante à faire. Alors, juste pour ajouter, je crois d'ailleurs que cette norme aéro elle-même est basée sur un standard, une méthodologie standard ISO qui doit être le cycle en V. Et donc voilà, c'était quelque part déjà une première spécialisation du cycle en V pour l'aéro et qui a été jugée une meilleure base finalement que la base ISO initiale. Alors, mais après, effectivement, ça répond pas à la question pourquoi pas le ferroviaire. Et ouais, là, c'est vrai que je pense que ça n'a pas été étudié. Merci. Merci Philippe. Donc, tout ce matériel méthodologie, d'ailleurs, pour poursuivre, il est open source. Donc, aujourd'hui, si vous allez sur le catalogue, donc si vous allez sur le site web de l'association et que vous cherchez la méthodologie, tous les éléments sont disponibles en open source. Là, j'ai mis à l'écran l'adresse mail pour le volet Start AI, donc plutôt destiné à des PME startups qui souhaitent un petit projet technique en collaboration. Et puis l'adresse web de l'association, donc Trustworthy AI Association.eu, suite à la présentation de Nicolas. Donc, vous trouverez beaucoup de contenu sur le web, mais on a aussi beaucoup de contenu qui n'est pas encore complètement publié. Et ce qui fait que c'est toujours bénéfique d'avoir des échanges informels autour des activités, puisque on n'est pas des purs éditeurs avec des produits finis. Donc il y a déjà beaucoup de choses sur les sites, que ce soit sur Confiance.ai, sur Trustworthy, AI Association, le catalogue. Vous trouverez des éléments sur GitHub, mais on a aussi beaucoup de choses qui sont encore pas encore publiées, qui sont donc on est tout à fait ouvert à des discussions informelles pour partager les problématiques. Je vois pas d'autres questions dans la conversation. En tout cas, merci au Hub Francia pour cette invitation, pour cette opportunité. Oui, nous mettrons à disposition le support. On verra aux participants le support, il n'y a pas de souci là-dessus, très prochainement. Et la vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà. Impeccable. Et donc, n'hésitez pas, si vous voulez explorer la possibilité de travailler avec l'association, vous avez vu qu'on a différentes manières de collaborer selon que vous êtes un labo de recherche, ou selon que vous êtes une start-up, ou selon que vous êtes simplement un utilisateur d'IA dans votre ingénierie. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous y voyez de l'intérêt. Eh ben, merci beaucoup, Rémi. Merci, Nicolas. Je vous en prie. Très bonne journée à tous. À bientôt. Merci au Hub, Merci. merci aux participants. Au revoir. Au revoir. Au revoir.